On va poursuivre avec France-Algérie. Nous l'annoncions en titre avec Emmanuel Macron, qui est donc annoncé du côté d'Alger pour une visite de 2 jours, du 25 au 27 août prochain. La visite est destinée à relancer le partenariat entre les deux pays après plusieurs mois de crise. Le président Emmanuel Macron va donc se rendre du 25 au 27 août en Algérie, a annoncé l'Elysée le samedi 20 août dernier. La visite est destinée, on l'a dit tout à l'heure, à relancer le partenariat entre les deux pays et ce déplacement contribuera, selon l'Elysée, à approfondir la relation bilatérale tournée vers l'avenir, à renforcer la coopération franco-algérienne face aux enjeux régionaux et à poursuivre le travail d'apaisement des mémoires. Emmanuel Macron et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune ont évoqué cette visite lors d'un entretien téléphonique samedi dernier. Le chef de l'État français a remercié son interlocuteur pour son invitation à venir en visite en Algérie. Il a aussi présenté ses condoléances au président Tebboune, à l'ensemble du peuple algérien et aux familles et proches des victimes des terribles incendies des derniers jours. Les gigantesques incendies qui ont ravagé mercredi et jeudi le nord de l'Algérie ont causé la mort de 37 personnes selon un bilan officiel. Ces feux étaient presque tous éteints samedi, ont fait savoir les pompiers. Le chef de l'État a fait part à son homologue de la disponibilité de la France à fournir à l'Algérie des moyens terrestres et aériens pour faire face, à communiquer l'Elysée. Emmanuel Macron effectuera donc de jeudi à samedi son deuxième voyage en tant que président en Algérie après une visite d'une douzaine d'heures en décembre 2017 au début de son premier quinquennat. Il se rendra à Alger et à Oran, a donc précisé l'Elysée. Ce déplacement, on le rappelle, intervient au terme de séquence chargée de symboles avec le 60e anniversaire des accords d'Évian qui mit fin à plus de 7 années de guerre entre insurgés algériens et armée française et de l'indépendance de l'Algérie après 132 ans de colonisation française. Paris et Alger espèrent donc tourner la page d'une série de malentendus et de tensions qui ont culminé avec le rappel de l'ambassadeur d'Algérie en octobre 2021 après des propos du président français sur le système politico-militaire algérien et la nation algérienne toute entière. Et voilà donc l'information de ce jour. Nous l'avons annoncé d'ailleurs en titre. Emmanuel Macron qui va donc se rendre du côté d'Alger et d'Oran pour une visite de 2 jours. Ce sera donc du 25 au 27 août prochain. Et pour en discuter, nous allons recevoir dans ce journal Gamal Abina, internationaliste. Bonsoir à vous, cher monsieur. Bonsoir. On a donc eu, voilà, écho de ce qu'il y donc il y a eu, voilà, c'est mieux de conjuguer au présent, un entretien téléphonique entre le président algérien et celui de la France. Et le président français a été d'ailleurs invité du côté d'Algérie pour discuter certainement du partenariat qui semble ne plus être très solidifié entre la France et l'Algérie. Alors, quel regard jetez-vous déjà sur cette visite, voilà, d'Emmanuel Macron de 2 jours qui se rendra à Alger? On va dire que c'est sa deuxième visite ou alors tournée africaine après qu'il y a quelques semaines, il s'est rendu bien sûr au Cameroun et dans d'autres pays de l'Afrique francophone. Cette fois, il va se rendre du côté de l'Algérie. Je vais déjà commencer par vous saluer, vous remercier pour l'invitation. Et je veux commencer en préambule par rendre hommage à Daria Platonova, dite Daria Dugin, qui a été assassinée hier alors que nous devions faire une émission ensemble sur votre télévision. Donc elle a été assassinée à Moscou dans l'explosion de son véhicule par, semble-t-il, des opposants peut-être à la guerre, mais dans tous les cas de figure, c'est un assassinat terroriste qui a conduit à la mort d'une jeune femme de 29 ans. Quelles que soient les idées que nous ne partageons pas forcément, il n'en demeure pas moins que ce genre de méthode est largement condamnable et qu'il faut le rappeler aujourd'hui, le terrorisme doit être condamné où qu'il soit, sur quelque terrain que ce soit et pour quelque raison que ce soit. Voilà, donc concernant votre question sur M. Macron, effectivement, il a fait plusieurs voyages en Algérie. Un des plus importants, à mon sens, c'est celui qu'il a fait avant son élection en 2017, au cours duquel il a déclaré que la colonisation, et il avait raison de le dire, est un crime contre l'humanité. Puis, rentrant en France après un tollé de la part de la droite et de l'extrême droite, il a fini par reculer, mesurer son propos, qui était très à propos, demeurant, en expliquant que c'était effectivement qu'il fallait régler la question de la mémoire entre l'Algérie et la France.
Durant 5 années de mandat de Macron, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des gestes forts, dont un particulièrement qui m'a touché, c'est la reconnaissance du crime de l'assassinat de l'avocat Ali Boumendjel, qui était le père d'un ami personnel, Sami Boumendjel. Et donc, il a reconnu qu'il a été assassiné par l'armée française coloniale. Il a reconnu aussi la mort de Maurice Audin. Il a été voir sa femme à son domicile, très âgé d'ailleurs. Et il a reconnu tout un tas de choses qui étaient liées à la barbarie coloniale française. Il a beaucoup fait de gestes en direction des harkis, évidemment. Question franco-française, ça va de soi. Et il y a eu quelques dérapages verbaux du type, par exemple, rente mémorielle, qui est un terme extrêmement tendancieux et insultant pour la mémoire de ce million et demi de martyrs. Vous avez rappelé que la guerre d'Algérie a duré 7 ans et demi, que la colonisation a duré 132 ans, mais surtout que tous les 10 ans en Algérie, il y avait un massacre de masse qui a conduit à la mort, on estime, entre 3 et 5 millions de personnes. Donc la présence coloniale française en Algérie était quasiment une extermination massive de populations entières, un tiers de la population détruite dès que les Français sont rentrés, et puis après tous les 10 ans des massacres de grande échelle. Quand Macron va en Algérie, il n'y va pas seulement parce qu'effectivement, il veut rétablir une relation apaisée entre la France et l'Algérie, puisque l'Algérie est le pilier d'Afrique du Nord, c'est le pays le plus riche, le plus solide militairement, et pour lequel il y a à peu près une estimation basse de 5 millions d'Algériens de la diaspora installés sur le territoire national français. J'en fais partie. Mais surtout, quand il va en Algérie, il le fait parce qu'il y a ce rapport difficile avec la Russie qui est en train de s'installer, que l'approche de l'hiver n'est pas anodine, on se rapproche dangereusement de la période hivernale et donc dangereusement d'un manquement en termes d'approvisionnement en gaz de la France par la Russie. Ça correspondait à peu près à 17% des besoins français. Ils n'ont pas été capables de trouver une compensation avec le Qatar ou d'autres pays de la région. Et donc, je pense que M. Macron va là-bas pour faire les gestes forts, c'est une certitude. Il veut consacrer son quinquennat, mais surtout, il y va aussi pour des raisons évidemment énergétiques, pour des raisons évidemment stratégiques et pour des raisons de renforcement peut-être d'une image qui est un peu largement écornée en Afrique, particulièrement en Afrique subsaharienne, sur les questions algériennes. Donc, quand il y va pour parier sur un partenariat de longue durée avec une relation peut-être gagnant-gagnante qui n'a jamais existé jusqu'à présent. Donc, la France est le deuxième partenaire économique de l'Algérie, derrière la Chine. La France fait des investissements malheureusement assez marginaux, puisque c'est souvent par exemple l'installation d'usines qui ne construisent pas les véhicules, mais qui les assemblent. Donc, c'est un vrai problème là-dessus aussi. La France a du mal à reconnaître les crimes qu'elle a commis en Algérie, qui ont été multiples et variés, qui ont duré très longtemps. Et il est vrai qu'il y a une frange de la France très rance qui continue à se maintenir en disant que ce pays des Lumières, des droits de l'homme, n'a pas commis les crimes que les Algériens leur reprochent. Il se trouve qu'effectivement, il n'y a pas une famille algérienne aujourd'hui qui peut prétendre ne pas avoir eu des morts dans sa famille à la suite de cette barbarie coloniale. Et surtout, il se trouve que 132 ans de spoliation, de destruction et de déculturation d'une population entière a conduit à des ressentis qui sont très très lourds dans la mémoire collective algérienne. Donc quand il va là-bas, il y va pour deux raisons. Pour sans doute apaiser la relation franco-algérienne, parce qu'il sait que les deux mastodontes de la Méditerranée sont la France et l'Algérie, à tout point de vue. Il y va aussi et surtout parce qu'il a des besoins énergétiques considérables et grandissants pour compenser la perte du gaz russe pour lequel ces derniers temps il a eu des sorties assez hasardeuses aussi, il n'a pas arrangé la relation avec les Russes. Et il y va pour finir parce qu'effectivement, il veut laisser une empreinte importante dans l'histoire. Dans son mandat, il avait promis dans son premier quinquennat qu'il allait apaiser la relation. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été possible. Il y a eu quelques dérapages verbaux. Il a dit une fois, par exemple, une chose gravissime que les Algériens lui reprochent. Il a dit que l'Algérie n'existait pas avant l'arrivée de la France, qui est évidemment un mensonge historique, puisque l'Algérie est un territoire qui existe depuis 1400 ans avec l'arrivée du monde arabo-musulman et de la civilisation arabo-musulmane, que l'Algérie préexistait encore avec la question des différents États, la Numidie particulièrement. Bref, cette idée de négation d'un territoire colle les thèses de l'extrême droite. Malheureusement, elles sont fausses, mais elles sont là. Donc Macron a eu plusieurs écarts de langage. Aujourd'hui, il essaie de faire un grand geste, un geste fort. Il a eu une tournée africaine qui n'a pas été glorieuse, comme vous avez pu le rappeler tout à l'heure. Et je pense qu'en se basant sur le principe d'une relation apaisée avec l'Algérie, il espère peut-être rattraper aussi, par rapport à la géopolitique, sa relation avec l'Afrique. Il ne faut pas oublier aussi que l'Algérie est le premier partenaire économique militaire de la Russie, que l'Algérie n'a jamais condamné loin s'en faut la Russie, mais au contraire augmente sa relation puisqu'ils vont bientôt entamer des manœuvres militaires conjointes sur le territoire algérien, ce qui est une première, et que Macron, évidemment, l'observe de loin et s'en inquiète. Donc toutes ces raisons conduisent le chef d'État français on t'entend un geste très fort, et je m'attends à un geste très fort, ça me paraît évident. Il va certainement peut-être demander pardon aux officiels de la France, peut-être condamner à nouveau de façon forte le colonialisme et la barbarie coloniale, mais il attend surtout que son interlocuteur, Abdelmajid Tebboune, qui est très favorable d'ailleurs, il ne faut pas oublier que Tebboune l'a félicité pour son élection, qui lui tende la main et que cette main soit tendue de façon réciproque. Donc aujourd'hui, le tournant algérien est sans doute le tournant décisif
de la relation africaine de Macron avec tous les partenaires africains. Et je pense que s'il obtient quelque chose de l'Algérie, qui est le pays qui a le plus subi la barbarie coloniale en termes de présence coloniale, je veux dire, non pas en termes de mort, mais en termes de présence, eh bien, il obtiendra une victoire politique considérable. Il réglera par là même ses problèmes énergétiques. Mais je crois peu que sur le plan énergétique, il obtienne une victoire, mais peut-être à titre symbolique, il obtiendra quelque chose politiquement. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est pourquoi Macron en Algérie. La première des raisons, évidemment, est évidente, c'est une question énergétique et à n'en point douter, une question de prestige personnel. Abina, vous ne partez pas, on reste avec vous, le temps pour nous de rappeler, de revenir sur cette information concernant le décès ou alors l'assassinat de Daria Douguina, avec ces informations venant du service fédéral de sécurité de Russie, qui accuse donc les services spéciaux ukrainiens d'avoir organisé le meurtre de Daria Douguina. Le FSB a fait savoir que le meurtre de la fille d'Alexandre Douguine, on aura certainement les images pour voir véritablement de qui il s'agit en ce qui concerne Daria Douguine, qui était très présente depuis quelque temps sur les antennes d'Afrique Média. Et donc, le FSB a fait savoir que le meurtre de la fille d'Alexandre Douguine, dont une voiture avait explosé dans la banlieue de Moscou, avait été résolu et accusé les services spéciaux ukrainiens de l'avoir fomenté 2 jours après la mort de Daria Douguina, dont la voiture avait explosé dans la banlieue de Moscou. Le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie a publié un communiqué le 22 août accusant les services spéciaux ukrainiens d'avoir préparé et commis le meurtre de la jeune femme. À la suite d'un ensemble d'investigations menées d'urgence, le service de sécurité de la Fédération de Russie a résolu le meurtre de la journaliste russe. Il a été établi que le crime avait été préparé et commis par les services spéciaux ukrainiens. D'après la même source, l'exécutant est une citoyenne ukrainienne, Natalia Pavlovna Vok, née en 1979, qui est arrivée en Russie le 23 juillet 2022 avec sa fille Sofia Mikhailova Shaban, née en 2010. Toutes deux étaient au festival littéraire et musical intitulé Tradition, auquel Daria Douguina participait en tant qu'invité d'honneur avant que sa voiture n'explose sur le chemin du retour. Selon le FSB, Natalia Pavlovna Vok et sa fille ont loué un appartement à Moscou dans l'immeuble où habitait la victime afin d'obtenir des informations sur son mode de vie. La suspecte a fui vers l'Estonie selon le FSB après l'explosion contrôlée de la voiture Toyota Land Cruiser Prado conduite par Daria Douguina le 21 août 2022. Natalia Vok et sa fille sont partis par la région de Pskov vers l'Estonie, précise le FSB. Afin de surveiller la journaliste, les criminels ont utilisé une voiture de modèle Mini Cooper qui, en arrivant à Russie, était dotée d'une plaque d'immatriculation républicaine, puis la République populaire de Donetsk à Moscou, une plaque d'immatriculation du Kazakhstan et en sortant du territoire d'une plaque ukrainienne. Le FSB a mis en ligne dans la journée une vidéo dont il affirme qu'elle montre les déplacements de Natalia sur le territoire russe, ainsi que sa fuite en Estonie. Et voilà donc des informations qui ont été divulguées par le service fédéral de sécurité de Russie au sujet de l'assassinat de Daria Douguina. On revient vers vous, Gamal Abina. Aussitôt exécuté, on va dire que le service fédéral de sécurité de Russie s'est mis en branle et a donc dévoilé les principales, ou alors la principale suspecte qui est une Ukrainienne, dont on va dire qu'elle était tracée depuis plusieurs semaines déjà. Ce n'est pas une affaire d'un jour en ce qui concerne ce meurtre de Daria Douguina. Alors avec cette situation, on va dire que la guerre ukraino-russe n'est pas prête à s'arrêter. Gamal Abina, puisqu'une journaliste russe a été tuée aussitôt, ils ont décidé de mener l'enquête et la coupable a été dévoilée. Alors, le nom de la journaliste, c'était Daria Platonova, c'est son nom de journaliste qu'elle utilisait. Effectivement, c'est la fille d'Alexandre Douguine, qui est un théoricien de l'unification de l'Eurasie, comme il disait. Il voulait faire un grand empire eurasiatique entre la Russie d'un côté et l'Europe de l'autre, et puis une partie de l'Asie. Il avait une idée très particulière qui est partagée par pas mal de monde d'ailleurs. Mais je tiens à préciser tout de même que je n'étais pas forcément très favorable à toutes les thèses défendues par Daria ou par son père, parce qu'évidemment, ils défendent aussi l'idée qu'il faut se rallier
à des groupes d'extrême droite européenne, ce qui est quand même pas très intéressant de mon point de vue. Mais il n'en demeure pas moins que ce crime est évidemment lâche. C'était commandité et on entend actuellement en Europe beaucoup de théories du complot pour faire en sorte que les Ukrainiens ne soient pas mis en cause dans ce crime. Alors la théorie du complot, ça marche bien quand ça les arrange. Et quand ça ne les arrange pas, ben, ils vous dénoncent avec. Et là, en l'occurrence, pourquoi théorie du complot? Parce qu'il est évident que s'il devait y avoir des gens qui profitent de ce crime, ce serait avant toute chose les Ukrainiens les plus radicaux, cela va de soi. Maintenant, je reste mesuré dans les conclusions du FSB par rapport à son enquête parce que une enquête menée en une journée me paraît un petit peu court, même s'ils ont été tracés, suivis. Je reste mesuré, j'attends la suite pour en savoir plus. Il est possible effectivement que ces deux ressortissantes ukrainiennes soient à l'origine du crime, mais il faut attendre un petit peu, parce que là, ça me paraît un petit peu rapide. À chaque fois qu'on a des conclusions qui sortent en une journée, c'est un peu comme tous les attentats, je me méfie de ce qui a été dit. Il n'en demeure pas moins que, effectivement, les conséquences de ce crime vont certainement, sur un plan politique, accélérer la guerre, je suppose, et peut-être que les Russes, qui sont coutumiers du fait, lorsqu'ils ont des gens importants, des diplomates ou autres, qui sont touchés, en règle générale, ils répondent œil pour œil, dent pour dent, ils vont dans une réponse qui est soit proportionnée, soit disproportionnée. Je me souviens à l'époque au Liban, par exemple, des prises d'otages, ça se finissait en général dans un bain de sang. Je me rappelle de l'école de Baslan, quand les enfants ont été pris en otage, il y a eu un bain de sang. C'est que les Russes ne font pas dans la dentelle. Et cette fois-ci, la question politique est posée, puisqu'il semblerait, maintenant je reste encore dans le conditionnel, qu'Alexandre Doukine, donc le père de Daria Dugina, ait été un proche de Poutine et que ses idées auraient inspiré Vladimir Poutine dans l'invasion de l'Ukraine. Il semblerait, c'est ce qui est dit maintenant à vérifier. Une chose est certaine, c'est que de toute façon, l'honneur russe a été touché sur son territoire, qu'on a assassiné une jeune femme de 29 ans sur le territoire moscovite, et que cela, à mon avis, ne restera pas sans suite. Alors, il est évident aujourd'hui que l'Ukraine est pour grande partie contrôlée par la Russie et que s'il devait frapper, ce serait certainement à Kiev, je le suppose. Les Russes n'ont pas l'habitude de ne pas répondre. Il se trouve aussi qu'il y a des menaces sur la Crimée, donc il est probable aussi que les Russes le prennent très mal. Ces deux éléments vont sans doute accélérer des représailles russes qui, on n'en doute pas une seconde, seront extrêmement violentes. Mais concernant Daria, effectivement, nous avions eu l'occasion d'échanger. C'est quelqu'un que je respectais parce qu'elle était convaincue de ses idées. Je ne partageais pas toutes ses idées, mais une idée qui était maîtresse et qui me plaisait, c'est qu'elle disait que la Russie, ça je l'ai partagé, n'avait pas de volonté hégémonique sur l'Afrique et qu'elle voulait être un partenaire équitable, contrairement aux anciennes puissances coloniales. Et là-dessus, on la rejoint. Et l'autre aspect aussi qui ne me déplaisait pas chez Daria, c'est le fait que quelqu'un de très intelligent, très formé, qui parlait 4 à 5 langues, je crois, son père en parle 10. Cette femme était avec une formation à Mandel à Bordeaux, en France, une universitaire de grand talent qui maîtrisait non seulement ces sujets, mais le philosophe, qui était capable d'avoir des références assez nourries un peu partout, orientées, c'est vrai, mais des références. Cette jeune femme ne méritait évidemment pas d'être exécutée de cette façon, d'être éliminée, d'être assassinée, on peut le dire. Et il est probable qu'elle ait été assassinée derrière elle, parce que beaucoup pensent que c'était le père qui était visé, mais comme vous l'avez souligné, cette bombe, enfin, cette explosion a été commandée, donc c'est quelqu'un qui a déclenché le détonateur au moment où le père sortait du véhicule. Ça me paraît un hasard très hasardeux. À mon avis, il y a peut-être un vice quelque part de se dire que si le père voit sa fille mourir, ça va le détruire psychologiquement. C'est possible. Tout est possible parce qu'on a vu les images, elles sont assez édifiantes et assez horribles. Mais je rends hommage évidemment non seulement à cette jeune femme, je rends hommage à sa famille qui va devoir traverser le moment très très difficile, particulièrement le père qui voit sa fille mourir sous ses yeux. Je pense qu'il espère un autre avenir pour elle. Et je rends hommage évidemment à toutes les victimes de terrorisme, où qu'elles soient et quelles que soient ces victimes. Je ne fais pas de distinction. On ne peut pas frapper des populations civiles quand on n'est pas dans un théâtre de guerre à des actions violentes de type explosif ou autre. Donc cela, ce sont des choses qu'il faut souligner. Donc encore une fois, je rends hommage à cette femme. Elle participait au débat sur Afrique Média. J'ai eu la chance d'avoir 4 débats avec elle. Et je rappelle quand même que l'intelligence du personnage était indiscutable. Après ses orientations ultranationalistes qui voulaient faire du lien avec les nationalistes européens, ça c'est plus discutable, mais ça ne veut pas dire pour autant que tout était à rejeter chez elle. Donc effectivement, je lui rends hommage et j'espère qu'elle trouvera la paix après avoir disparu malheureusement dans des conditions tragiques sur Terre. Qu'elle repose donc en paix, la journaliste Daria Dugina, donc assassinée dimanche dernier, et vivement que les coupables soient traqués et arrêtés. Merci. Afrique Média. Le monde, c'est nous.